Bon, donc moi je vais vous donner l'envers du décor. Parce qu'en fait, derrière ces analyses et ces productions, ben, on a une démarche, des outils, une méthode. Et ben voilà le titre, quand les Corem font de la prospective, donc je vous ai tout découvert, on utilise la méthode des Corem pour pouvoir faire cette étape de prospective, parce que ça nous aide à identifier les objets spatiaux qui ont du sens, depuis le diagnostic jusqu'aux actions, et vice-versa. Donc, ben, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas vous faire un cours là maintenant, mais il y a possibilité très rapidement de donner les éléments. L'important, c'est qu'on essaye de comprendre les principes organisateurs de l'espace et de se dire, notre territoire, comment est-ce qu'il est structuré, comment est-ce qu'il est organisé, comment il est irrigué, etc. Donc d'avoir un certain nombre de questions, à la fois sur les structures, par exemple la hiérarchie ou les gradients, et puis aussi les dynamiques, les éléments de circulation, d'attraction, etc. Et donc c'est cette grille de lecture qu'on va se donner pour analyser les principes organisateurs de l'espace. Deuxième élément, quand on parle de prospective territoriale, il y a plusieurs méthodes de prospective. Si on fait de la prospective à la française, on est peut-être plus sur de l'expertise avec des scénarios réalistes, des variables, etc. et des connaissances expertes. On peut aussi la mettre en débat pour construire avec les acteurs et combiner des apports d'experts et des visions d'acteurs. Et nous, on s'inscrit plutôt dans le troisième type de la prospective action, qui est à la fois médiatisée par un dispositif participatif à base de représentation spatiale et où il y a vraiment la combinaison des connaissances scientifiques et des connaissances des acteurs pour aller dans le sens de produire des connaissances pour l'action. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des Corem de prospective et quelles sont les propriétés de cette démarche? Là, un exemple qui date assez, et je ne sais pas si quelqu'un est de la Lozère, mais on est juste à côté de Mende, et c'est un travail qu'on avait fait sur la communauté de communes de Val d'Aunaise, juste pour vous montrer qu'on peut dire avec des Corem très simples, des choses qui sont quand même un petit peu difficiles, du genre, attention, le risque dans votre territoire, c'est la fracture territoriale, parce qu'on va laisser de côté les espaces ruraux et plutôt s'appuyer sur les dynamiques urbaines. Donc, on le dit d'une manière lisible, le schéma il est assez simple, on le dit d'une manière colorée, c'est-à-dire, on ne le dit pas avec des discours catastrophistes ou tout ça. Et finalement, peut-être qu'au travers de ces représentations spatiales qui ont du sens et qui permettent le dialogue avec les acteurs, ça permet de toucher du doigt les vrais problèmes, mais ça permet de construire ensemble des éléments de solution. Donc, je vais essayer de vous décrypter ce qui a été fait donc, dans la méthode de diagnostic partagé territorial présentée juste avant, pour vous montrer comment on a utilisé les Corem justement pour ces différentes étapes. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans l'étape de diagnostic, c'est qu'on part bien de dessins qui ont été faits par les élus, donc par les acteurs qui sont partie prenante. Donc avec toutes les imperfections du dessin, chaque fois on nous dit « Ah ben je ne sais pas dessiner ». Oui, mais n'empêche que vous avez mis des informations, vous avez croisé ensemble ces différentes données, et puis derrière il y a un travail de mise au propre. Ça a plutôt été fait en coulisses par les techniciens de la communauté d'agglo, mais qui rendent compte de ce que les acteurs ont dit et ont dessiné et ont compris et ont débattu, mais en essayant de le rendre plus lisible et un peu plus systématique. Donc pour moi,
la première propriété des corams, c'est aussi cette capacité de synthèse et de faire sortir les éléments les plus importants dans les dynamiques territoriales. Et donc, voilà, de s'en servir plutôt comme outil de synthèse graphique, mais pour pouvoir parler vraiment de ce qui a été débattu dans les séances. Dans l'étape de scénario, vous avez vu qu'il y a l'aspect de créativité, on se lâche, etc. Et surtout, on arrive à dessiner des choses quand même qui sont nettement plus simples que l'étape de diagnostic précédente, parce qu'en fait, on a choisi les objets spatiaux qui nous semblent importants pour rendre compte des dynamiques futures du territoire. La légende est beaucoup moins nombreuse, et puis les éléments de dessin, bon, c'est toujours la mise au propre. J'aurais pu aussi vous montrer la version dessinée par les acteurs, mais on est bien sur cette explicitation d'objets spatiaux qui ont du sens pour les acteurs. Alors, quand je dis explicitation, c'est qu'à chaque fois, on ne dessine pas pour dessiner, on dessine en disant pourquoi est-ce qu'on a retenu cet élément-là, pourquoi c'est important, il peut y avoir un débat, parce que tout le monde peut ne pas être d'accord, etc. Donc, il y a vraiment une construction de sens au travers juste de l'activité de dessin. Donc, deuxième propriété des corams, c'est cette propriété de rendre explicite, et c'est vraiment très important quand on a des acteurs différents qui n'ont pas les mêmes points de vue, et ben souvent on ne se comprend pas parce que on dit pas, on dit pas les choses de la même façon et tout ça, et donc prendre ce temps d'expliciter, c'est vraiment important. Et puis, quand on passe à la troisième étape, sur l'étape de spatialisation des enjeux, finalement, on va pouvoir, même comme on a vu, on était rentré plutôt sur des grandes thématiques d'enjeux, finalement, on va arriver à rendre compte des enjeux du territoire au travers d'un certain nombre d'objets spatiaux que j'ai appelés intégrateurs, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a des dimensions très intégrées dans ces représentations. Donc, la troisième propriété, c'est cette propriété d'intégration des objets spatiaux, comme on l'a vu, qui ont du sens pour les acteurs et qui permettent d'identifier les éléments sur lesquels agir. C'est sur quel objet spatial, c'est sur quelle dynamique on veut agir pour répondre aux enjeux du territoire. Donc, propriété des corams d'intégration. Alors, comment on a fait tout ça ? Finalement, comment on s'y prend pour arriver à construire ce raisonnement intégré ? Donc, un élément de réponse, et c'est celui que nous on apporte, c'est de vraiment construire le raisonnement spatial tout au long de la démarche et d'utiliser les corams et la grille des corams comme un peu élément structurant de cette construction progressive. Alors, juste pour vous reprendre un peu l'étape cruciale entre le moment où on s'est lâché, on a fait des scénarios, ils peuvent être réalistes ou pas du tout réalistes, mais quand même, on est des acteurs, on est des élus, on va vouloir agir sur notre territoire. Et donc, comment est-ce qu'on passe de ce moment un peu créatif d'ouverture à énoncer clairement les enjeux de notre territoire pour pouvoir mettre en place les actions qui correspondent à ce dont on a besoin. Donc, comme on vous l'a dit, on avait produit 4 scénarios et on a proposé aux acteurs de s'appuyer sur ces productions et puis sur la carte de diagnostic pour rentrer chacune des tables, soit autour des questions des relations avec l'extérieur, soit la question du cadre de vie bien-être, soit la question du développement économique, touristique et environnemental. Donc, on avait comme élément le travail qui avait été fait précédemment et ces représentations spatiales des différents scénarios avec les légendes. On leur a demandé d'identifier les éléments de légende des scénarios qui avaient à voir avec la thématique, par exemple la thématique ouverture sur l'extérieur ou la thématique du bien-être ou du développement,
Et puis d'utiliser un outil qui est le tableau chorématique des enjeux pour argumenter en fait le choix des objets qu'on va retenir et des dynamiques qu'on va retenir pour expliciter ces enjeux et pouvoir les spatialiser. Alors là non plus, je ne vous fais pas un cours sur le tableau chorématique des enjeux, mais en gros, c'est se poser la question, quels sont les objets géographiques qui interagissent ? On va aller chercher les objets qui ont été dessinés dans les étapes précédentes. Donc c'est les objets géographiques et puis les figurets qu'on avait utilisés pour rendre compte des caractéristiques ou des dynamiques. Ensuite, c'est un enjeu, donc c'est ce qu'on veut gagner ou ce qu'on risque de perdre. Donc c'est quelle est la volonté qu'ont les acteurs autour de la table de favoriser une dynamique, de la maintenir, de la préserver, ou au contraire de limiter, d'atténuer certaines dynamiques qu'on voudrait pas. Donc on doit dire explicitement, est-ce qu'on veut valoriser, préserver, atténuer pour le futur de notre territoire. Et du coup, essayer de donner à voir, pour qualifier l'enjeu, finalement, comment vont être transformés les objets spatiaux, comment vont être transformées les dynamiques pour aller dans le sens de ce qu'on veut pour le territoire. Et donc pareil, de faire cet effort de spatialiser et d'expliciter la légende. Alors, je ne rentre pas dans le détail non plus, et de toute façon, les photos sont pas très claires, mais juste pour vous dire que c'est vraiment un outil de travail au quotidien. C'est pas des super beaux trucs qui sont faits une fois pour toutes. C'est vraiment, on prend notre tableau, on dessine, on gribouille, on discute, on n'est pas d'accord, on s'aperçoit que ce qu'on a dessiné, c'est pas tout à fait ce qu'on a écrit dans la légende, et donc qu'est-ce qu'on a vraiment voulu dire, etc. Et par exemple, là, on avait fait travailler trois groupes de 2 personnes à partir des mêmes éléments. Ils avaient rempli quelques enjeux, et après, il faut aussi se mettre d'accord entre nous pour définir qu'est-ce qu'on va garder comme représentation dans notre scénario. Donc voilà, ce travail-là, c'est bien de la co-construction au fur et à mesure, c'est pas quelque chose qui est défini une fois pour toutes. Et ça nous amène à un dessin qui est quand même relativement intégré, où ça a vraiment du sens pour les acteurs, c'est viens, vois, vis sur ce territoire, et avec 4 enjeux principaux qui ont été énoncés et qui correspondent vraiment aux enjeux que les acteurs sont en capacité de porter, parce qu'ils sont aussi en capacité de voir sur quoi ça repose, sur quels objets, sur quelle dynamique, et dans quel sens ils veulent faire avancer les choses. Donc voilà comment on aboutit à la carte des enjeux mise au propre, et qui peut être l'outil de communication après. Donc peut-être pour conclure, pour moi, c'est vraiment une démarche intégrée, parce que on voit le lien et on suit le lien entre l'étape de diagnostic, l'étape de scénario, l'étape d'enjeu, voire la spatialisation des actions. Ça a du sens. On sait pourquoi finalement c'est cet enjeu-là qu'on a gardé, parce que on l'avait pointé dans les scénarios et parce que ça correspond à des éléments dans la carte de diagnostic qui paraissaient intéressants. À la limite, on pourrait aussi se dire, on pourrait presque simplifier la carte de diagnostic au final ne retenant que les objets qui ont été le support des enjeux énoncés à la fin, parce que souvent les cartes de diagnostic, on a beaucoup d'informations et c'est quand même difficile de se l'approprier. Et tout ça pour montrer qu'on peut jouer un petit peu dans les 2 sens. Si on veut aller plus finement sur les actions et les ancrer dans le territoire, on a le dessin des objets spatiaux sur lesquels on veut positionner les actions. Donc ça donne des facilités, j'imagine, de dialogue, de portage, d'appropriation par les différents acteurs. Et donc, pour conclure, tous à nos quorums.